Bonjour, je m'appelle Simon Vrefourdovard, je suis le conseiller pour la mobilisation des ressources de la Facilité africaine de l'eau et je vais animer cette réunion d'aujourd'hui que j'espère s'annonce intéressante et avec plein d'impact. Je vais moduler mes langues, c'est-à-dire je vais commencer en français maintenant et au fur et à mesure qu'on va s'engager avec des parties prenantes anglo-saxonnes, je vais basculer en anglais. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le programme, en fait, nous avons trois modules. Nous avons une introduction qui est faite par Monsieur Bouka Fofana, qui est le ministre de l'Hydraulique, Son Excellence. Donc, une introduction qui va se faire premièrement, excusez-moi, par Mohamed El Aziz, qui est le directeur général du Bureau de développement régional et de prestation de services pour l'Afrique du Nord de la Banque africaine de développement, et ensuite par son Excellence, M. Bouaké Fofana, qui est le ministre ivoirien de l'assainissement, de la salubrité de la République et de la Côte d'Ivoire. Ensuite, mes collègues vont vous présenter la Facilité africaine de l'eau avec une aide assistée par une présentation PowerPoint. Et ensuite, ça sera suivi par une discussion du panel avec 6 panélistes d'un calibre, j'espère, qui va vous plaire beaucoup. Donc, pour commencer, est-ce que je peux appeler Monsieur Fofana, Son Excellence Fofana, excusez-moi, et Mohamed El Aziz sur le podium, s'il vous plaît. On va commencer avec Monsieur El Aziz. Donc, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Votre Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur Fofana, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les invités, chers collègues et amis, bonjour. Comme a dit Monsieur le présentateur, je suis El Azizi Mohamed, je suis le directeur général de la Banque africaine de développement pour l'Afrique du Nord. Et comme vous savez, l'Afrique du Nord, on a beaucoup de problèmes d'eau là-bas, donc c'est une des raisons aussi, c'est la première raison pour laquelle je suis là. Et deuxième raison, c'est le fait que j'étais directeur de l'eau et de l'assainissement et de la Facilité africaine de développement. Donc, je suis venu vraiment parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis un ingénieur de l'eau et de l'assainissement, je suis un ingénieur agronome également. Et je vis dans une région très sèche qui est l'Afrique du Nord, donc voilà. Et donc, je tiens à remercier la Facilité africaine de l'eau d'accueillir la réunion d'aujourd'hui. Et je vous remercie également, Monsieur le Ministre, pour votre présence aujourd'hui, signe de votre engagement pour renforcer les conditions d'accès à l'eau et l'assainissement en Afrique. Et je salue particulièrement cette initiative, considérant non seulement mon ancien rôle comme directeur de la Banque africaine de développement et du secteur de l'eau et de l'assainissement, mais également du directeur de la Facilité africaine de l'eau, mais surtout à l'égard de la nécessité pour tous les acteurs actifs dans le monde de développement de devoir agir de manière innovante concernant le renforcement des partenariats actuels et de devoir œuvrer pour la mise en place de partenariats nouveaux pour le futur. Comme vous le savez, le monde de l'eau et de l'assainissement en Afrique est confronté à 2 défis majeurs. Le premier, c'est le manque de progrès par rapport aux objectifs de développement durable. Donc, on est pratiquement en train d'aller vers les mêmes problématiques qu'on avait avant, avec les objectifs, les anciens objectifs. Là aussi, on est en train de tomber sur une situation où on ne va pas atteindre les objectifs de développement durable, plus particulièrement dans le secteur de l'eau. Et le deuxième défi, c'est la remise à niveau de l'architecture de l'aide internationale. C'est pourquoi nous discutons aujourd'hui, et nos discussions aujourd'hui sont fortement opportunes, et je tiens tout particulièrement à souligner le rôle clé de la Facilité africaine de l'eau concernant la nécessité de pouvoir préparer des projets durables et faisables. Et sans la préparation de ces projets bancables, qui sont essentiellement importants pour le cycle de l'amélioration de l'accès à l'eau potable et l'assainissement en Afrique. Comme vous le savez, un secteur
qui ne peut avancer que si on a des projets bancables. Et j'ai eu l'opportunité, Excellence et chers collègues, elle est présente ici, j'ai eu l'opportunité de vraiment de définir avec la facilité une nouvelle vision, une nouvelle stratégie et également de mobiliser beaucoup de fonds pour préparer les projets. Finalement, l'audience aurait sûrement remarqué l'absence de notre directeur de l'eau et de l'assainissement. Aujourd'hui, M. Muchera Chirwa, qui est impliqué et est présent dans une conférence internationale, la 3e conférence africaine de la mise en œuvre des partenariats sur l'eau, ce qu'on appelle le PANAFCOM 3, et qui se tient actuellement à Lusaka. Cette conférence sûrement va façonner le futur et la future vision et les politiques de l'eau et de l'assainissement en Afrique pour l'après-2025 et qui, par déduction, guidera l'orientation stratégique future de la facilité. Merci encore d'être présent aujourd'hui dans cette conférence. Et je note que nous avons un panel extraordinaire, ce qui permet la richesse des discussions et je vous remercie. Mesdames et Messieurs les représentants des pays membres de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement de Côte d'Ivoire à l'occasion de cet événement organisé par la Facilité africaine de l'eau en marge des assemblées de la Banque africaine de développement. Je tiens à saluer cette initiative qui met en lumière un enjeu fondamental pour notre continent, notamment l'accès durable à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. Mesdames et Messieurs, l'Afrique fait face à de nombreux défis, comme l'a rappelé mon prédécesseur, pour la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 6, qui vise à garantir l'accès de tous à l'eau potable, à l'assainissement et à une gestion durable des ressources hydriques. Pour relever ces défis, il est indispensable que nos pays s'appesantissent davantage sur les priorités essentielles qui sont, à mon avis, premièrement, le renforcement des infrastructures, car nos populations, notamment en zone rurale et périurbaine, ont un besoin urgent d'infrastructures modernes, durables et inclusives. Deuxièmement, la gouvernance du secteur, des politiques cohérentes, une coordination efficace et une implication de tous les acteurs qui est nécessaire pour assurer une gestion intégrée et durable de nos ressources en eau. Et enfin, le développement des capacités humaines et techniques pour permettre à nos institutions de mieux planifier, exécuter et suivre les projets. La mise en œuvre de ces actions prioritaires exige impérativement que soient augmentés sensiblement les moyens financiers qui sont alloués au secteur. Sans cela, nous ne pourrons garantir à nos citoyens un accès équitable à l'eau. Il est donc urgent d'accroître les financements publics, mais aussi d'attirer les investissements privés en créant des environnements favorables et des opportunités crédibles. Mesdames et Messieurs, c'est ici que se pose la question cruciale de la bonne préparation des projets. Car sans projet bien préparé, techniquement solide et financièrement viable, nous ne pourrons pas capter les ressources nécessaires. En effet, trop souvent, les financements disponibles ne sont pas mobilisés, faute de projets prêts à être mis en œuvre. C'est pourquoi la Facilité africaine de l'eau joue un rôle central et stratégique. Elle fournit un appui précieux aux pays africains pour concevoir des projets de qualité qui attirent des partenaires pour les faire passer du stade de simple idée à celui de la réalisation. Nous avons la chance inestimable de bénéficier d'un instrument tel que la Facilité africaine de l'eau. Il s'agit d'un outil africain au service des priorités africaines.
Elle accompagne les États dans leurs efforts de transformation structurelle du secteur de l'eau et de l'assainissement et facilite la mobilisation des investissements nécessaires. Il est donc de notre devoir, en tant que gouvernement africain et partenaire au développement, de soutenir activement la Facilité africaine de l'eau afin qu'elle puisse pleinement remplir son mandat. Ce soutien doit être à la fois politique, technique et financier. Mesdames et messieurs, en Côte d'Ivoire, nous avons pleinement conscience de ces enjeux. Sous la haute impulsion de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, notre pays a placé l'eau et l'assainissement au cœur de ses priorités. Nous poursuivons des réformes ambitieuses et nous comptons sur des instruments comme la Facilité africaine de l'eau pour accompagner notre vision. À cet égard, mon pays, la Côte d'Ivoire, a développé une stratégie nationale intégrée eau potable, assainissement et drainage pour l'atteinte des objectifs de développement durable, stratégie dont je profiterai donc de ma présence ici pour distribuer quelques copies dans la salle. Je ne peux pas terminer mon allocution sans exprimer une petite inquiétude, peut-être même une grande. Je ne sais pas s'il y a des représentants du gouvernement américain dans la salle, mais nous souhaitons que les mesures de réduction des financements américains annoncées récemment, nous espérons que ces mesures-là ne vont pas, que ces mesures vont épargner le secteur de l'eau et de l'assainissement. Pour finir, je formule le vœu que les échanges de cette rencontre permettent de renforcer notre collaboration, d'amplifier l'impact de la Facilité africaine de l'eau et d'accélérer nos progrès vers l'ODD numéro 6. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Donc, ceci termine en fait la première partie de notre intervention. Donc, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Ministre, je vous remercie. Maintenant, nous allons passer à la présentation et vous pouvez donc quitter le podium si cela vous souhaitez. Donc, j'appelle maintenant mon collègue Sam et mon collègue Deb qui vont s'introduire eux-mêmes pour faire la présentation. Sam et Deb, c'est à vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Simon. Bonjour, messieurs, dames. Je m'appelle Samuel Blazic. Je suis actuellement le coordinateur par intérim à la Facilité africaine de l'eau. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si on m'a bien entendu. Voilà, je suis Samuel Blazic. Je suis en charge de la Facilité africaine de l'eau en ce moment. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. La deuxième partie de cet événement aujourd'hui, ce sera d'abord une présentation de la Facilité africaine de l'eau et de son guichet sur l'assainissement urbain en Afrique. Ensuite, nous aurons un panel composé de 6 personnes qui aborderont différents sujets d'importance pour la Facilité africaine de l'eau et pour le secteur de l'eau en général. Je vais donc commencer cette présentation et mon collègue Deb Jotti continuera ensuite pour le guichet sur l'assainissement urbain en Afrique. Voilà, donc ça c'est notre présentation, présenter le mandat de la Facilité africaine de l'eau, présenter nos résultats et notre impact. Qu'est-ce que pourrait faire la Facilité si elle était pleinement financée? Quel est le futur de la Facilité africaine de l'eau? Et ensuite, un focus particulier sur le guichet sur l'assainissement urbain en Afrique. Voilà, donc la Facilité africaine de l'eau, elle a été établie en 2006 par le Conseil africain des ministres de l'eau, qu'on appelle AMCAO en anglais. C'est une agence de l'Union africaine qui a créé la Facilité africaine de l'eau, qui est maintenant hébergée depuis à la Banque africaine de développement et qui fournit de l'assistance technique pour préparer des projets dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. La Facilité a maintenant près de 20 ans d'existence. C'est un incubateur pour l'Afrique et pour les projets de l'eau qui est unique, puisque la Facilité est le seul instrument de préparation des projets dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique.
La facilité, elle prépare des projets bancables, comme on dit. Elle accompagne les pays, les organisations régionales, les organismes de bassin à sécuriser le financement pour les investissements. Et elle a comme principal indicateur l'argent qu'elle a réussi à mobiliser après avoir investi dans la préparation des projets. Depuis l'année dernière, elle dispose d'un second guichet qui s'appelle le guichet AOC, qui en anglais veut dire African Urban Sanitation Initiative, et qui vous sera présenté juste après par mon collègue. La facilité a une stratégie qui s'achève cette année, en 2025, qui couvrait la période 2021-2025 et qui avait 4 priorités stratégiques. La première, la plus importante, c'est celle de la préparation des projets dans le secteur de l'eau et l'assainissement. Ça représente 65% de notre allocation budgétaire annuelle et c'est vraiment l'activité principale de la facilité. Mais la facilité africaine de l'eau fait également ce que nous appelons des investissements catalytiques, qui sont des petits projets d'investissement qui sont de nature innovante et qui peuvent être ensuite répliqués, dupliqués dans d'autres pays, puisque une nouvelle technologie a été développée, une nouvelle approche pour traiter l'eau, gérer un organisme, etc. La troisième priorité, 5% du budget, c'est la promotion des investissements, c'est faire la promotion des projets qui ont été préparés et accompagner les partenaires, les pays partenaires, les organisations partenaires pour sécuriser l'investissement des projets. Et le quatrième pilier, c'est la gouvernance de l'eau, où on retrouve toutes nos activités de soutien aux organismes de bassin, le soutien au développement de documents stratégiques. On aura tout à l'heure un représentant de la Tunisie qui nous parlera de la stratégie eau 2050 de la Tunisie, que la facilité a financée parmi tant d'autres. Alors, depuis ces presque 20 ans d'activité, la Facilité africaine de l'eau, elle a approuvé près de 150 projets pour un montant total de 205 millions d'euros. Sur ces projets, elle a réussi à mobiliser plus de 2 milliards d'investissements. C'est-à-dire que ça fait un ratio d'investissement qui est quasiment de 1 à 30, 1 euro investi pour 30 euros derrière d'investi dans l'investissement. C'est le travail principal de la Facilité africaine de l'eau, avec bien sûr un certain nombre de résultats, le nombre de personnes qui ont accédé à un meilleur assainissement, accédé à l'eau, l'irrigation, voilà. Pardon, je me trompe de côté. Je vous disais tout à l'heure, la promotion des investissements, c'est notre indicateur principal, puisque préparer des projets, il faut qu'ensuite ils soient financés. Depuis 2004, en fait c'est depuis 2006, c'est plus de 2 milliards de projets qui ont été financés. Et depuis 2007, rien que depuis 2007, c'est 1 milliard sécurisé en investissement sur 17 projets. Et rien que l'année dernière, nous avons réussi à mobiliser 227 millions d'euros d'investissement. Ça comprend notamment, monsieur le directeur général, la stratégie eau Tunisie, eau 2050 Tunisie, qui a mobilisé beaucoup d'investissements. C'est important aussi de préciser que la Banque africaine de développement, qui héberge la Facilité africaine de l'eau, prend une grande partie des investissements, des projets qui sont financés qui sont préparés par la Facilité, puisque c'est au-delà de 70% de projets qui sont préparés par la Facilité. Mais la Facilité africaine de l'eau peut aussi travailler avec d'autres organismes de financement, préparer des projets et qui sont ensuite financés ou cofinancés par plusieurs organisations ou plusieurs banques de développement. Je vous parlais à l'instant de la promotion des investissements. Cette année, à Bruxelles, au mois de mars, nous avons, en collaboration avec EDFI, qui est l'association européenne des Development Finance Institutions, organisé une réunion avec toutes les DFI européennes pour leur présenter l'ensemble des projets de la facilité, ceux que nous avons préparés récemment qui cherchent des investissements, ceux qui sont dans notre portefeuille actif et qui seront prêts pour l'investissement dans 2 ans, 3 ans, ceux qui sont dans notre pipeline et pour lesquels nous cherchons des financements pour les préparer. Et tout ça, également des projets de la Banque africaine de développement, du guichet principal du développement du secteur de l'eau et de l'assainissement. Tout ça, ça représente près de 40 milliards potentiels d'investissements qui sont possibles dans le secteur.
Et donc, c'était une réunion très intéressante. Il y a eu beaucoup d'intérêt de marqué par des DFI pour financer des projets que la facilité a préparés. Et on est en train de travailler avec elle pour essayer de concrétiser tout ça, avec bien sûr les pays. La facilité, ça c'est un petit graphique qui montre le nombre de projets que nous avons approuvés depuis 2017. Donc il y a, comme vous voyez, un trou au moment du Covid, puisqu'on a aussi eu des difficultés à fonctionner pendant le Covid. Mais depuis 2022, vous voyez, 8 projets approuvés, 6 en 2023, 9 en 2024. Cette année, nous prévoyons d'en approuver 14. Et ce qui est aussi important de remarquer, et je fais écho à ce que Monsieur le ministre a dit, si vous voyez les montants, on fait aujourd'hui plus de projets avec moins de budget. Donc on arrive à faire plus avec moins parce qu'on doit aussi s'adapter à une réduction de certains de nos financements. Mais cette année, nous allons approuver 14 projets pour environ 10 millions d'engagés par la Facilité africaine de l'eau. Alors, la facilité, elle est exposée à une grande demande. On reçoit tous les jours des requêtes pour des projets à financer, des études à financer, des projets innovants à financer. On n'arrive pas à faire face à cette demande. On considère qu'idéalement, il faudrait qu'on puisse engager 30 millions par an pour pouvoir satisfaire la demande à laquelle on fait face. À titre d'exemple, je le présenterai juste après, on a fait un appel à proposition l'an passé. On a eu plus de 400 requêtes qui sont arrivées en quelques semaines. Donc l'idée, c'est de passer de 10-12 millions par an, comme je vous le présentais, à 30 millions. Et c'est ce que nous faisons en ce moment avec Simon qui nous accompagne sur la mobilisation des fonds pour mobiliser davantage de financement. On considère que si on était capable de mobiliser cet argent, on pourrait générer plus de 10 milliards d'investissements pour le secteur de l'eau et de l'assainissement à travers ces projets que nous pourrions préparer. Alors bien sûr, par rapport à ce que vous disiez, Mohamed, ce que vous disiez, Monsieur le Ministre, c'est peu par rapport à ce qu'on considère 43 à 56 milliards par an de nécessaires pour atteindre les SDG 10, mais c'est ce que la facilité peut contribuer. Voilà. Donc, si nous réussissons à mobiliser l'argent dont nous avons besoin, c'est 10 millions par an, c'est 30 millions par an, pardon, on considère qu'on pourrait augmenter significativement le nombre de personnes ayant accès à l'eau et à l'assainissement. Sur la période 2025-2034, ce serait 32 millions de personnes supplémentaires pour un meilleur accès à l'eau potable et 23 millions de personnes qui pourraient avoir accès à l'assainissement, notamment grâce au guichet sur l'assainissement urbain de la Facilité africaine de l'eau. Alors, je vous le disais tout à l'heure, hein, rapidement, en fin 2023, nous avons fait un appel à proposition. On a reçu 416 projets de proposition. On en a sélectionné 80, qui étaient 80 projets résilients au climat, qui coûteraient près de 300 millions à la facilité. Donc, c'est ces 30 millions par an sur 10 ans dont je vous parlais pour les mettre en œuvre, qui permettraient de bénéficier à 625 millions de bénéficiaires et à générer plus de presque 4 milliards d'investissements sur les 5 à 10 ans. De ces 80 projets, on en a sélectionné 33 qui sont des projets prioritaires et pour lesquels nous avons besoin de 90 millions d'euros pour les préparer et pour pouvoir bénéficier de plus de 99, presque 100 millions de bénéficiaires. Aujourd'hui, bien sûr, la facilité ne peut pas faire face à cette demande et nous sommes obligés d'être très sélectifs dans les projets que nous recevons pour les financer. Alors, le futur de la stratégie, le futur de la facilité, c'est notre stratégie 2021-2025 qui s'arrête cette année, une nouvelle stratégie qui est en cours de développement, qui est synchronisée avec la stratégie du département de l'eau de la banque, qui est aussi en préparation, qui est aussi synchronisée avec la vision africaine que vous avez mentionné, Monsieur El Azizi, et qui est en train d'être approuvé à Lusaka. On est en train de faire la vision et la formulation de la stratégie, et notre nouvelle stratégie sera approuvée d'ici la fin de l'année lors de notre prochaine réunion de notre conseil de direction, voilà, en novembre 2025. Je passe la parole à mon collègue Debjoti qui va présenter le guichet sur l'assainissement urbain. Je vous remercie de votre attention. Good afternoon. My name is Debjoti Mukherjee. I'm working with the facility as a PPP finance officer.
and thank you, Sam. So let me start with this Africa Urban Sanitation Investment Window. So African Water Facilities basically is a grant-making organization, what Sam already presented. So in 2024, the bank management approved an additional sanitation-focused window, for which we were working from 2018 with the partnership of Bill and Melinda Gates Foundation. And the basic background is that the urban population of the African continent is increasing in a rapid pace. There is challenges in sanitation. So there is a need for focused urban sanitation initiative that can enhance, that can or mobilize resources in the sanitation sector of the continent. That's what in 2018 we started with with a pilot of 7 countries, and where we implemented inclusive urban sanitation project, and we financed 7 upstream work for urban sanitation, and we prepared for the establishment of this urban sanitation investment window from 2018 to 2022 or 23. Then we established the window and officially launched in 2024. From 2024, we started the grant functions of the window, and from 2026, we'll add up another investment functions in the window that consists of a number of financing instruments. So OSI is targeting these results to provide connection to 15 million urban population of the continent, to bring 7 billion downstream investment in urban sanitation in the next 10 years. And the total capitalization of the window is targeted at 320 million US dollar. So it is a part of African Water Facility with a specific focus of the urban sanitation, and also added new financing instruments. So these are the areas where OSI is focused. First of all, catalytic investment to bring innovative technologies and business models, and to support policies and governance, capacity building, technical assistance, through technical assistance. And private sector participation is another focused area in sanitation of Africa. So these OSI window provide assistance to map private sector players, particularly in the small and medium scale enterprises. Then OSI window will also finance diagnostic studies for developing the projects, as well as for the assessment of the current status, that what kind of financing instruments that can be implemented particularly. Also, as following the AWF main business, that is support project preparation, also OSI will also provide assistance or grant, you can say, that to prepare master plan, investment planning, and follow up investment promotions. We also targeted to roll on result-based financing through the OSI window, and whatever the financing instruments we are going to roll out in the sanitation market, there need some capacities of the clients, as well as the
people who are going to use those financing instruments. So OSI will provide technical assistance to roll out those financing instruments. And the financing instruments, in a nutshell, we can say that those are concessional and blended finance, and in the form of loan and result-based financing, what I have already told, and guarantee products. Also, there will be possibility that if there is an enabling environment, then access to capital market, particularly for the sanitation, urban sanitation, that can be explored. And we are providing some, or we are keeping some flexibility to this opportunity. OSI is also, as I mentioned, there is a strong support to the PPP and that focus. These are the blended finance and guarantees and to innovative technologies and business models. So this is the entire value chain that OSI is going to cover, from the on-site sanitation to the to its proper channeling up to the safe sanitation. So OSI is also looking at these products, what I've already mentioned, and also it is a collaborative actions between all the stakeholders in the sanitation market, that microfinance institution, private sector, commercial banks, development partners, government and subnationals, and medium and small scale enterprises, done almost. So we already rolled out diagnostic studies in the 12 focus countries, so that the OSI operations can start, particularly the financing activities. So these diagnostic studies are selected by a process, these 12 countries, and the final outcome will be that what will be the intervention strategy, and what will be the priority projects that we can choose for the OSI operations. For your information, these are the 12 countries where diagnostic studies are currently going on, and we are expecting that about 30 to 50 priority projects will be identified through these diagnostic studies, and what are the financing instruments we are going to employ for these projects, that we are also going to decide. And it is expected that about 1 to 1.5 billion of investment it can generate in the urban sanitation sector. Thank you for listening. Thank you. Well, I think by now you probably understand the driving role of the African Water Facility, given the external constraints we're exposed to in terms of stakeholder, just a little word like USAID, but also in terms of lack of progress onto SDG 6. So to sort of accelerate that sort of message, we thought it would be a good idea to have a panel discussion with distinguished panelists, but not sort of like the usual suspects you would see on a water discussion, because we are looking to see how new partnerships can be forged. And so we have 6 panelists today. One will talk about project preparation. The second one will be the sort of traditional sovereign donor outlook. The third would be a beneficiary perspective, and we're honored to have a senior representative from Tunisia to do that today. Then we're having a foundation which will talk about doing business differently. Then we're going to have an intervention on new pathways, especially as regards Islamic finance. And then thirdly, we're going to have insights from a very senior private sector perspective from Côte d'Ivoire. So I can call to the panel Ousseini Gouin, please, who's the acting director of ADF's Water and Sanitation Department. Welcome, Ousseini. Then Agnes Moser, who's the advisor to the FDB executive director representing Argentina, Austria, Brazil, Japan, and Saudi Arabia. She will talk on behalf of the Austrian Ministry of Finance. Thank you, Agnes. Then Richard Matti Kanyana, who's the Deputy Executive Director of the Children's Investment Fund Foundation. Thank you, Richard.
Then Issa Fai, who's the Director General for Global Practice and Partnerships of the Islamic Development Bank, ISDB, who doesn't seem to be here. So moving on to Ahmadu Bakayoko, who is the Chief Operating Officer of the Aranaba Group and Managing Director of basically the water and sanitation industry in Côte d'Ivoire. So panelists, welcome. And then the last one is Tunisia, which is still missing. Is he coming? So should we go into the discussion or should I wait for him? Start now? Okay. So Youssounou, we'll start with you. So we've heard repeatedly how important project preparation is. But Youssounou is somebody who's been in the engine room on this for a very long time. And so it would be great to have your thoughts in terms of what needs to be done to accelerate this even further, including with increased partnerships. Donc, Youssounou, tes perspectives sur non seulement l'importance de la préparation des projets, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en tant que partenariat pour faire accélérer. Merci beaucoup. Et je salue aussi la Tunisie, Monsieur Tarek, merci pour votre présence. Je pense qu'on a une contrainte de temps avec la Tunisie. Donc Monsieur Tarek Boulel, qui est le directeur général du développement des coopérations internationales de la Tunisie. Je sais que vous avez une contrainte de temps, donc je vais vous donner la parole en premier. Donc en fait, grosso modo, la Tunisie est un des plus gros bénéficiaires de la FAE en tant que le plan stratégique. Et je pense que c'est un projet phare. Et donc, on aimerait bien avoir vos sentiments sur non seulement comment ça s'est fait, mais secondement, comment est-ce que ça peut être répliqué sur d'autres scénarios à travers l'Afrique. Merci beaucoup. Merci d'avoir donné la parole en premier lieu, car on a une obligation avec le Conseil des gouverneurs et je n'ai pas d'autres délégués qui vont me remplacer. Donc, pour la Facilité africaine de l'eau, je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire d'une étude très intéressante qui a été financée par la Facilité. Et lorsque j'étais invité pour participer à ce panel, je n'ai pas pensé beaucoup pour y assister, car je suppose que la Facilité, c'est le mécanisme le plus adapté pour ce genre de projet. Aujourd'hui, personne ne peut nier l'importance de l'eau. Actuellement, c'est l'un des défis les plus importants partout dans le monde, non seulement en Afrique. Et donc, la Facilité africaine de l'eau, comme c'est un défi, elle a aussi un défi de suivre et d'appuyer beaucoup de projets dans la région, du continent en général. Et la Facilité africaine de l'eau, pour l'exemple de la stratégie eau 2050, c'est une stratégie qui a accusé beaucoup de temps pour la réalisation. Au début, on a fait recours à la Facilité en 2010. Et donc, l'étude a démarré, mais vu qu'il y a un manque important de capacité d'exécution au niveau du ministère de l'Agriculture et aussi le manque de financement à l'époque, ça n'a pas permis en fait, de réaliser l'étude telle que ça a été conçu au départ. Par la suite, on a repris l'étude en fait, en 2013-2014, les discussions, car nous avons besoin de cette étude vu l'importance des objectifs escomptés et vu les contraintes et les défis. Donc, avec un appui, un cofinancement entre la Facilité africaine de l'eau et la KfW et la GIZ, on a pu en fait relancer cette étude et l'appuyer. C'était la BAD comme chef de file. Et donc, on a réussi à la valider, c'était en 2023, la validation au niveau national comme stratégie à adopter pour tous les projets futurs dans le secteur de l'eau. Et donc, je vais vous donner un peu l'aperçu sur cette étude pour
pour vous montrer que c'est une feuille de route, en fait. C'est l'eau 2050. Beaucoup de monde le voit, 2050, c'est loin, mais lorsqu'on parle de l'eau, c'est tout proche. Donc, lorsqu'on va concevoir des projets, si ça entre pas dans des stratégies, ça ne donne pas des résultats durables pour tout le pays. Donc, lorsqu'on parle de l'eau, on parle de la durabilité et lorsqu'on parle de stratégie, il faut se projeter dans le futur, c'est-à-dire pas moins de au moins 30 années, 30 ans lorsque vous faites une stratégie de l'eau. C'est les experts du ministère de l'Agriculture que je vais côtoyer dans les réunions de préparation et de suivi. Donc, comme je vous l'ai dit, on l'a approuvé en 2023 car on a un Conseil national de l'eau. Et là, peut-être j'attire un petit l'attention à nos collègues qu'il faut réserver institutionnellement l'eau par une institution qui peut se prononcer comme du côté gouvernemental, on parle du conseil ministériel, etc. Il y a un Conseil national de l'eau en Tunisie qui valide toute étude de stratégie d'ordre qui touche au secteur de l'eau. Donc, cette étude, en fait, élaboration de la vision et la stratégie du secteur de l'eau pour la Tunisie à l'horizon 2050, donc, elle a comporté un contexte général sur le secteur de l'eau en Tunisie et en fait, elle a tracé, elle a recommandé des orientations stratégiques. Il y a 3 axes pour cette étude en identifiant un plan d'action bien précis. Le premier axe, c'est le plan d'action, il comporte 43 programmes, donc déclinés en 1200 actions basées sur les 4 axes suivants. Le premier axe, c'est l'eau potable et ses ressources dans le dessalement de l'eau de mer. Et dans cet axe-là, on trouve le programme d'amélioration des performances de la distribution et des adductions, mise à niveau des réseaux, renforcement du transfert de l'eau, les stations de dessalement de l'eau de mer. Et comme je vous l'ai dit au départ, comme il y a une stratégie, c'est-à-dire les projets qui suivent cette stratégie, ils vont être sous cette stratégie, en fait, sous le chapeau de cette stratégie. Et actuellement, on est en train de préparer un autre projet où il y a une réhabilitation du conduit de l'eau potable du Grand Tunis, donc, qui comporte 4 gouvernorats. Ils sont parmi les recommandations de cette stratégie. Le deuxième axe, c'est la gestion intégrée des ressources en eau et la sécurité alimentaire. Il y a prévu 31 nouveaux barrages. Il y a l'augmentation des capacités des barrages qui existent. Il y a le Nexus, en fait, comme recommandation, l'eau, énergie, alimentation pour le transfert et le dessalement de l'eau et le traitement des eaux usées. Il y a le programme d'extension et de réhabilitation du réseau d'assainissement. Donc, il y a le programme et la promotion de Resous. Donc, tout ça, je ne vais pas vous citer tous les programmes, en fait, c'est 41 programmes, 43 programmes plutôt. Donc, l'axe 3, c'est qualité de l'eau et sauvegarde des écosystèmes. Dans cet axe, il y a la mise en place et le renforcement des systèmes d'information fiables, de contrôle, de suivi et de monitoring de la qualité de l'eau. Il y a le programme d'équipement de la zone industrielle existante en station d'épuration. Il y a aussi le programme pour la gestion durable des zones humides. Donc, tous ces programmes qui sont déclinés dans la stratégie eau 2050, en fait, maintenant, on est tenu de les respecter. Dans notre planification quinquennale, on fait la planification quinquennale. Lorsqu'on a des programmations de projets dans le secteur de l'eau, nous devons s'aligner aux recommandations à la stratégie de l'eau 2050. Et donc, tout ça, ça a été en fait par l'appui de la Facilité africaine de l'eau. Et donc, on est prêt à partager ce document. Même, il y a eu des études et aussi du côté de la banque, ils ont les documents. Cette étude, elle est devenue une référence. Je vous ai dit qu'actuellement, on prépare des projets sur recommandation de cette étude. On peut pas en fait nier l'importance dans le fait qu'il faut être cadré par une stratégie. Pourquoi? Parce que, là peut-être je récapitule un peu,
Et il faut savoir que lutter contre le problème de la sécheresse et le problème de la pénurie d'eau ou le changement climatique, ça ne se fait pas par une seule solution. Donc, il faut en fait diversifier les solutions et utiliser, le cas échéant, les solutions les plus coûteuses en termes d'investissement à la dernière, c'est-à-dire étape. Je vous donne un exemple. Par exemple, le dessalement de l'eau de mer, il y a des avis controversés. Ils disent que c'est très coûteux en termes d'argent et en termes d'énergie. Il y a un impact sur l'environnement. On le laisse en dernier lieu et pour des zones qui sont bien précises, c'est-à-dire qu'il manque beaucoup de ressources. C'est ça, en fait, généralement, en termes d'output, comme de cette stratégie de l'eau 2050. Et pour la facilité, je recommande, en fait, l'exemple de la stratégie qui était en Tunisie. Ça, un peu, retrace l'idée que la facilité ne doit pas opérer seule. C'est-à-dire la complémentarité avec les autres partenaires et les autres acteurs, c'est très important. La triangulation dans la coopération, c'est très important pour éviter le doublant, pour monter en fait en capacité d'investissement et en capacité de financement et pour toucher beaucoup de régions à la fois. Donc, cette triangulation et cette coopération et partenariat avec les autres partenaires, c'est très important. Et à ma connaissance, et les collègues ici du bureau régional, ils peuvent nous donner plus d'éléments. Il y a un groupe thématique qui se réunissent en fait d'une façon périodique pour discuter de ce genre de projet. Et ça, en fait, renforce la facilité africaine de l'eau en termes comme instrument pour le financement de ces projets. Et bien sûr, ça argumente et a un plaidoyer pour procurer d'autres investisseurs qui peuvent être des donateurs dans la facilité, vu l'importance de leur intervention. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Donc, Ousseynou, over to you. Merci beaucoup. Tes pensées, s'il te plaît. Tes pensées, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je pense que on insiste souvent dans pratiquement toutes les interventions concernant le secteur de l'eau, l'urgence de mobiliser les financements, mais en même temps également, comme ils l'ont souligné tout à l'heure, le besoin de concertation entre les différents partenaires au développement, de façon à ce que les projets, enfin les financements des différents programmes au niveau d'un pays ou bien comme au niveau régional aussi puissent être exécutés dans les meilleurs délais. Néanmoins, moi je vais juste faire de la provocation par rapport à la position que j'occupe et que j'ai eu à occuper étant d'abord à la Facilité africaine de l'eau. Est-ce que les ressources, les maigres ressources, je le mets entre guillemets, que les partenaires mettent à la disposition ou bien sont potentiellement en mesure de mettre à la disposition de nos pays sont consommées dans le cadre du temps que ces partenaires-là définissent pour l'utilisation de ces ressources-là? Il se trouve malheureusement non, parce que simplement, il y a beaucoup de problèmes concernant la maturité des programmes qui sont mis en place et simplement, il n'y a pas suffisamment d'études assez approfondies qui sont menées pour l'exécution de ces différents programmes. Tout à l'heure, quand j'ai reçu la stratégie pour la Côte d'Ivoire, je me suis tout de suite mis à l'intérieur pour voir exactement, en termes de stratégie, qu'est-ce qui est prévu pour que ces programmes d'investissement qui sont très détaillés puissent être exécutés rapidement. Malheureusement, le grand challenge qui se pose dans pratiquement la majeure partie de nos pays, c'est justement ces insuffisances d'études détaillées pour que les ressources qui sont mises en place puissent être utilisées rapidement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je pense que dans aussi bien la présentation du directeur régional comme de monsieur le ministre, ces questions-là ont été mises en exergue. Et par rapport à la position où on est, en faisant un peu le balayage sur un certain nombre de pays en Afrique, ce qu'on constate,
Là où, par exemple, les pays qui sont relativement plus proches de l'atteinte des objectifs, malheureusement, sont très peu, c'est les pays qui, dans leur programme, intègrent justement l'anticipation, c'est-à-dire que la préparation de ces projets-là, sans attendre l'appui des partenaires financiers. C'est-à-dire que dans les budgets nationaux, on intègre justement ces volets préparation de ces investissements pour l'exécution rapide de ces programmes, disons, de ces programmes nationaux. Malheureusement, souvent, on compte sur les bailleurs, sur les partenaires au développement justement pour ces préparations en amont. Et je pense qu'on devrait renverser cette attitude-là, cette attitude que pratiquement la majeure partie de nos pays ont pour l'exécution de leur programme d'investissement. Autre chose, avec l'expérience qu'on a vécue également, étant à la facilité, mais également dans notre position étant maintenant dans un système d'investissement pour les études préparées, c'est qu'il est important que ces cadres de concertation entre les partenaires puissent être dynamisés, instaurés d'abord, là où ça n'existe pas, mais vraiment dynamisés. Et ça, c'est hyper important. On a beau préparer des projets dans certains pays, suite à des demandes des pays, mais là où il n'y a pas cette concertation initiale, dès l'entame de la préparation de ces projets d'investissement, in fine, au terme de ces processus-là, c'est là où on se met maintenant à chercher qui peut. Et malheureusement, on est maintenant dans un stade où on doit aller vite. Donc, dès le départ, je sais que la facilité fait aujourd'hui face à beaucoup de demandes, mais une fois qu'on enclenche le processus d'instruction de ces études, que l'ensemble des partenaires qui opèrent dans les pays puissent être impliqués, je dirais même, dès l'élaboration des termes de référence. Merci, Youssouf. Autre, j'allais dire, il y a également un besoin de cofinancement important et aujourd'hui, l'Afrique capte insuffisamment les financements climatiques parce que simplement, les projets qui sont préparés ont très peu pris en compte l'aspect risque climatique dans leur préparation. Et je pense que c'est important de les intégrer dès le départ. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, I'm switching to English now. So a donor perspective, Agnes. So Agnes, representing the Austrian Ministry of Finance. Austria is a historic and key donor to the African Water Facility. Over to you, Agnes. Thank you, Simon. So, water has been a priority area of Austria's development cooperation. As Simon mentioned, I'm speaking today on behalf of the Ministry of Finance, who joined the AWF in 2010. However, we also have the Austrian Development Agency as a second Austrian institution that is also a partner of the AWF. Overall, we appreciate very much being a long-term partner of the facility and supporting activities in water and sanitation on the African continent. In particular, the objectives of the African Water Facility align very well with our ministry's strategy of international financial institutions, which defines water and sanitation, sustainable energy and climate protection, as well as private and financial sector development as 3 out of 4 priority areas. Furthermore, Austria has a broader commitment in the field of water and sanitation, which also includes programs with the World Bank, such as the Global Water Security and Sanitation Partnership and the Danube Water Program led from Vienna. We value the African Water Facility particularly for its ability to mobilize downstream investments for bankable projects it prepares. So, for us, the African Water Facility is an important source for preparing projects in the water and sanitation sector and then finding investors that then fund and implement these prepared projects. Being the Austrian advisor to the board of directors at the African Development Bank, I really want to stress the high quality of projects that the African Water Facility has prepared and that the AFDB funded in the past years.
To strengthen this objective of the fund, the African Water Facility has recently developed an investment promotion strategy, which has been supported by USAID and which we welcome very much to strengthen the fund's activities in this area. As we heard in the introduction, currently a new strategy is being developed. This is an interesting time as we, as development partners, were able to give feedback to the previous strategy and now have the possibility to give inputs to the new strategy. Here, I would also like to mention Austria's cross-cutting interest in climate and gender in general, and in the African Water Facility in particular. Especially for the water sector, we see climate adaptation and resilience key to also ensure the sustainability of projects in the long run. Likewise, strong gender components throughout projects to ensure inclusivity and, for example, lessen the burden of women collecting water for household use are paramount to us. To close, I would like to say that as development partner, we appreciate the periodic and constructive exchanges with the AWF management, with fellow donors including philanthropies like the Bill and Melinda Gates Foundation, and with representatives of AMCO, the African Ministers' Council on Water, that happen throughout the formal and informal settings every year. In general, we consider the AWF to be very well located at the AFDB and having strong African ownership through its creation by AMCO. Given these productive exchanges, we wholeheartedly invite new donors to join the African Water Facility. Thank you very much. Thank you, Agnes. Your kind words and unwavering support for Austria is always good to hear. Very, very nice. Thank you. But Richard, let's move on now to perhaps philanthropics. Where do they stand in the water sector? And if you could tell us a little bit about the CIF, the foundation, which I don't think is that well known among many of the water actors here, but I may be wrong. Please go ahead. Hi, thank you very much for that introduction. My name is Richard Matikanya, and I'm the Deputy Executive Director for Africa for the Children's Investment Fund Foundation. And essentially, for those of you who may not know about us, we are the largest children's funder in the world, and we disperse annually $1 billion towards really solving the most pressing challenges for children in Africa, in India, and in China. Now, specifically for us, we know that access to safe and clean water is essentially essential for child survival, health, education, and well-being. We know also that unsafe and unavailable water contributes to really high rates of whether it's diarrheal diseases, neglected tropical diseases, poor school attendance for children, malnutrition, and child mortality. Moreover, we know, as my colleague from Finland has just said, that water scarcity forces children, particularly young girls, to spend hours each day fetching water, increasing their exposure to risks and often leading to school dropout or early marriage. And we note that whilst there's been much progress in the areas of safe and clean water in Africa, there remains much to be done, with over 400 million people without access to clean water. And of those, to be clear, over 50% of them are children. So we know there's a significant gap, and that's why I think for us, the Africa Water Facility is such a crucial organization and facility in terms of addressing water. For us at CIF, we work with a number of financial instruments, whether it's a direct grant, whether it's a development impact bond, whether it's a guarantee, whether it's a facility. So most recently, we've just partnered with the African Development Bank on a new ending school age hunger facility, in which we are providing 50 million grant, and the African Development Bank is going to provide another 50 million. And for us, it's really to stimulate school feeding and school meals in Africa. So we are also very interested in the Africa Water Facility. That's why I'm here today, together with a number of our colleagues. And for us, we see it because our foundation is focused on solving
pressing problems for children, we see the Africa Water Facility as a crucial partner really in solving 4 key problems. So the first one is really around bankable and investment-ready water projects. We provide grants. Our largest water investment, as Simon has just said, you want to know, our largest water investment is actually a $100 million partnership with the Ethiopian government, in which we are working with them. They're matching it with another $100 million to increase access, institutional water access for children and health facilities, so in schools and health facilities in Ethiopia. So that's one of them, but we have been traditionally funding another $50 to $60 million of water investments in Africa, but we're looking to do development differently. So we're looking at instruments that really help us to identify those bankable investments that we can provide our catalytic capital to be able to really ensure that children have access to water. So that first function of the Africa Water Facility for us makes a lot of sense, because what it does is it provides a pipeline that we could potentially be interested in SIF in terms of funding. Second, for us, I think it's really around strategic catalytic investments, right? From what we've already seen of the Africa Water Facility and the work that it's been doing in terms of catalyzing and identifying investments that potentially may be risky, potentially that no one may be interested in, but to be able to demonstrate the utility and effectiveness in increasing access to water is something that's also very attractive to us about the Africa Water Facility. And then obviously around really identifying water as an investment opportunity in Africa. The challenge with water, as we all know, is that it's really undervalued. It's only when it's not there that we miss it, right? So it's like air, right? And it's important that really it's given its value and as a major contributor towards Africa's development. So for us at SIF, that's the other function that we see with the Africa Water Facility. And finally, for us, I mean, what's interesting is we really were born out of an investment manager. Our founder and chair of our foundation, Sir Chris Horn, is an investor. And for him, it's really about deploying capital to maximize our returns. And if I was to look at what the Africa Water Facility has done over the past 20 years of its, was it 2018, right? 2018. So over the past 7, 8 years of its life, I mean, every euro that has been invested has delivered 29 euros more, right? So for us, that's also very attractive. So we are quite happy to be here. We've been having conversations already with the facility to explore how we can partner to be able to really increase water access to children and to the communities in which children reside. So we're glad to be here, and we're looking forward to exploring this partnership. And I would certainly urge anyone else, you know, we usually hunt together, we call it hunting together, with our colleagues at the Bill and Melinda Gates Foundation. I'll certainly be talking to a lot of my other colleagues around the work that you're doing here at the Africa Water Facility. I've also noted, obviously, now with the launch of AUSI, because sanitation is also a critical part of a public good that children need to be able to survive. So we're looking forward to discussing and partnering. And we understand, obviously, there is a large investment gap that's required, $300 million, and we'll be looking to partner to see where we can go and what we can do together. Thank you. Thank you, Richard. Thank you, Richard. Very encouraging. Donc, Monsieur le Directeur Général. Oui, merci. Qu'est-ce que le secteur privé a à faire dans tout ça? D'accord. Donc, le groupe Eranov est présent dans la production et la distribution d'eau depuis 65 ans maintenant, puisque nous sommes un des premiers partenariats publics-privés pour gérer les services d'eau dans la ville d'Abidjan. Et donc, nous avons voulu mettre en avant quelques exemples d'initiatives. Le cœur de notre activité, c'est d'exploiter le réseau, de servir donc plus de 2 millions de foyers qui ont accès à l'eau en zone urbaine.
Mais en complément de ce travail d'exploitation d'opérateurs, nous avons mis en place des initiatives et nous pensons qu'en tant qu'opérateur du secteur privé, nous n'avons pas pour mandat au niveau des investissements de couvrir la totalité. Donc notre discours à nous ne se situera pas au niveau des politiques et des stratégies. On considère qu'effectivement les États ont conçu des politiques et des stratégies. Nous, ça va être de cibler dans l'univers de ces investissements potentiels des programmes à impact important, des programmes qui impactent les performances de l'opérateur que nous sommes. Puisqu'effectivement, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, vous avez la problématique de l'accès qui vise à apporter les services dans des zones de plus en plus éloignées, qui est essentiel d'un point de vue donc humain et inclusion des populations. Mais en même temps, il faudrait que dans les zones urbaines où on peut maîtriser les pertes, où on peut rendre plus efficace le service, eh bien, on puisse s'assurer que des investissements sont faits au même moment où on est en train d'aller vers la couverture, on puisse couvrir les besoins donc, dans ces zones essentielles. Donc, je vais donner un exemple, c'est le programme que nous avons fait grâce à l'État de Côte d'Ivoire, qui est un programme qui a permis de donner accès à l'eau à 1 million de personnes à Abidjan. Je vais vous situer l'exemple. Dans les quartiers périurbains, nous avions une difficulté parce qu'il n'y avait pas de réseau. Et donc, en l'absence de réseau, vous vous trouvez avec un double problème. Des gens qui n'ont pas accès à l'eau dans des conditions propres, parce que des réseaux presque mafieux leur fournissent de l'eau à travers des réseaux clandestins. Et donc, des problèmes de santé. Nous avons mis en place un programme avec 800 km de réseau, avec une subvention de l'accès à l'eau. Et ça a permis à la fois de donner accès, et ça nous a fait gagner plus de 10 points dans le rendement, c'est-à-dire on a réduit les pertes en eau de 10%. Ces pertes étaient de l'argent capté par ces réseaux frauduleux. Eh bien, ces revenus sont aujourd'hui financent le secteur de l'eau. Donc, voilà l'exemple principal que j'ai voulu mettre en avant d'un partenariat gagnant où, en plus de notre contrat, nous avons proposé à l'État un programme d'investissement ciblé pour améliorer les performances et donc qui entraîne quelque chose de positif. Parce que chaque année, ces revenus maintenant contribuent au financement et ce sont des subventions en moins pour l'État. Donc, voilà un peu un exemple que j'ai voulu illustrer. Je pense que le timing est un peu serré, donc je ne vais pas m'étendre trop, mais c'est pour dire que nous pouvons concevoir des programmes à impact et nous pouvons participer au financement de ces programmes en complément des programmes existants. Merci. 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 Ce que vous venez d'évoquer est très important parce qu'en fait, un investisseur doit avoir aussi un retour sur l'investissement à la fin. C'est toujours le problème qu'on a en Afrique avec ces programmes. Donc, on a presque terminé. Est-ce qu'il y aura des questions de la part de l'audience? Are there any questions from the participants? I don't seem to see any hands. Merci beaucoup à l'audience, merci beaucoup à nos conférenciers. Je suis Moreau Jean-Jacques, secrétaire général de la Fondation et la FISU. Sachez que la Fondation et la FISU a comme priorité les communautés villageoises. Nous avons essayé de voir équiper les villageois en pompes hydrauliques. Nous avons réhabilité 2 pompes hydrauliques dans l'une des sous-préfectures à Boaké. Donc, nous sommes en train de cartographier au niveau de la sous-préfecture les besoins en pompes hydrauliques pour pouvoir desservir et puis aider les villageois afin qu'ils puissent avoir de l'eau. Parce qu'il faut savoir que l'eau aussi est importante au niveau de la consommation et au niveau aussi agricole aussi. L'eau aussi est très importante. On essaie d'appuyer des agriculteurs, mais ces agriculteurs nous ont dit qu'ils ont besoin d'eau. Donc, il faudrait pouvoir faire des forages d'eau pour ces agriculteurs, pour l'alimentation de leur plantation en eau, parce que puisqu'ils font la culture de la tomate qui est l'une des cultures qui a besoin de beaucoup d'eau. Or, aujourd'hui, si on n'arrive pas à avoir accès à l'eau pour alimenter nos cultures, aux besoins de la sécurité alimentaire, ça serait difficile aussi pour nos populations. Donc, nous devons penser aussi aux communautés villageoises. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ce n'était pas vraiment une question, mais merci beaucoup pour votre... À vous, monsieur. Yes, good day. My name is Sergey Ouattara from the EU Africa Chamber of Commerce. You're deploying an access to finance program. And my question is for the gentleman from the foundation.
to see, do you involve the private sector in your program, and if so, how you can reach out to the private sector to contribute as well to the project that you finance? Richard? Sure. We do work with the private sector. So currently, there's a range of modalities that we have. So, for instance, with Acumen, we have ARAF. That's one instrument. With the AVPN, we have another instrument, the Catalytic Pooled Fund, where the private sector can actually explore and invest. We're also, right now, as AWF is, we're actually evolving our water strategy in terms of what we'll need to do, and we're in the process of actually developing and finalizing that strategy. And obviously, we understand the important role of the private sector in scaling up access to water. So we are quite, we're interested in working with the private sector. It's already something that we've already thought about, because we know the private sector plays a very important role, one, in terms of growth, two, in terms of jobs that they can provide. So you are an important partner for us. And as we continue to evolve, specifically, we work with the private sector in a lot of our investments elsewhere. But specifically with regards to water, our emphasis has been by nature with a lot of non-governmental organizations that have been working in water. It has also been working with governments, given that water is very much a public good in terms of investment. And now increasingly, we're also looking to see what is the role of the private sector in terms of the partnerships we may be able, that will be needed to be able to deploy. Trying to fill a $30 billion gap. We know we cannot do it by ourselves. Our partners at the bank cannot do it. Our development corporation, bilateral partners cannot do it by ourselves. And we need the private sector. So we acknowledge the role of the private sector. And we, as part of this strategy, as we develop that, we'll be looking to see what specific role they can play. Thank you. Any other? Yes, I see another hand. Good morning, everyone. Thank you for the quality of the presentation. I'm Frank Bigbo, fintech professional, but I will just wear the farmer cap. Also in Azagé, where I have my farm, we have water project, but we don't have access actually to those who are managing this project. So actually it is just for a part of the population. So my question is, in terms of efficiency, do you have a follow-up of your projects you are financing? And then in my farm, I had issues when I wanted to make some speculation food, like tomatoes, food, because how it shapes, we cannot plant everywhere. So we needed to fuel it with a system, okay, water system, in order to make it grow. But the problem is, it is really expensive to put it in place for a farmer, even if you live in the city. So the specific question is, for small farmers, we have in Cote d'Ivoire, you have some program to have access to this type of irrigation and water supply in farms. I don't know if the couple of questions are clear. So good evening. My name is Marie-Josée Ouinou. I'm the senior manager of C40 Cities, a network working with cities, and also president of WEZIZA. We are supporting citizens, communities, and institutions. My question is really to understand sorry, I forgot your name. You mentioned climate change. So I'm curious to know if there is any key investment or program related to water scarcity and investment for Africa, especially for the sub-Saharan region and countries like Ivory Coast. Thank you. Thank you. That is actually a question to us as the African Border Facilities. So I suggest we do that offline in terms of a discussion. Thank you.
But basically, the answer to your question is yes. The panel, thank you so much.